Oui, on va vous parler avec Thomas du travail qui a été fait sur Grandlieu depuis quelques années pour essayer d'améliorer les choses en termes d'échappement des anguilles argentées sur le lac. Donc moi, je vais vous présenter un peu quelques éléments de contexte sur le lac et la question de son ouvrage principal, les principaux résultats de l'étude qu'on a menée en 2019-2020. Et Thomas vous parlera de la modélisation et de ses apports ensuite pour améliorer encore le travail sur l'échappement. Donc, quelques mots sur le lac de Grandlieu. On est sur l'ouest de la France, juste en bordure sud-ouest de l'agglo nantaise, grand lac naturel de plaine, hein, avec une superficie très variable, puisqu'on passe de 2200 hectares en étiage, en zone toujours en eau, à plus de 6000 hectares au moment de l'hiver, quand les cours d'eau ont amené suffisamment d'eau au lac, avec des habitats très diversifiés qui sont tous marqués par l'humidité, hein. Les 6000 hectares sont des zones très inondables, à la biodiversité assez exceptionnelle. Donc, on a l'habitude de décrire très simplement le lac de Grandlieu en 4 grands habitats. La zone centrale qui est quasiment dépourvue de végétation. Toujours dans la zone en eau, une énorme zone de plus d'un millier d'hectares, quasiment couvert de nénuphars essentiellement, de châtaignes d'eau et de quelques autres végétations. Et en arrière de tout ça, un grand ensemble très très difficile d'accès de boisements d'aulnes, de saules, de roselières et de tous les habitats associés. Globalement, pour faire simple, on a le cline qui va de la Vasière jusqu'à l'Aulnay, qui reste jamais très très importante à Grandlieu du fait de l'absence de sol. Et puis encore en arrière, et surtout développé sur le sud du lac, un bel ensemble de prairies très inondables, puisqu'elles sont sous l'eau, on va dire, de novembre ou décembre, en fonction des conditions hydrométéorologiques, jusqu'au mois de mai pour les plus précoces à exonder, parfois jusqu'en juillet pour les plus tardives. Donc tout ça est le refuge d'une biodiversité vraiment exceptionnelle. Pour les oiseaux, le lac est bien connu, pour les poissons aussi, mais dès qu'on s'intéresse à des nouveaux groupes qui n'ont pas forcément beaucoup étudiés par le passé, on retrouve des choses très très intéressantes. On l'a fait récemment sur certains groupes d'insectes ou même sur les chiroptères. On est sur une zone vraiment très très intéressante, marquée malheureusement par un degré d'eutrophisation très très important, mais qui n'altère pas complètement toutes ses fonctionnalités. Cette biodiversité et son caractère assez exceptionnel de ce site lui a valu une forte protection, hein, à différents niveaux. On empile un peu du label Ramsar comme site d'intérêt international, en passant par le site classé pour l'ensemble du site et de ses pourtours aux zones Natura 2000, et avec le cœur du lac très protégé par 2 réserves naturelles, une régionale sur l'est du lac et une réserve nationale sur la majeure partie du lac de Grandlieu. Lac naturel, peu profond, je ne l'ai pas dit, puisqu'à l'étiage, on est à moins d'un mètre de profondeur sur la zone centrale, dont la gestion des niveaux d'eau est artificielle depuis le début des années 60 et la construction de ce vannage qui va avoir pas mal d'implications derrière en termes à la fois de conservation et de gestion. Pour vous remettre Grandlieu dans son contexte, hein, entre le vannage de Grandlieu, le lac se déverse, alors deux affluents principaux, hein, l'Ognon et la Boulogne, et une sortie, le Grandlieu jusqu'à la Loire, jusqu'au niveau de l'estuaire de la Loire, avec quelques ouvrages principaux. Le vannage de Boye, donc, qui régule l'ensemble des niveaux de Grandlieu. Là, on n'a pas plusieurs casiers hydrauliques. Grandlieu, c'est un seul et même casier hydraulique. Donc, le vannage de Boye va vraiment réguler tous les niveaux d'eau du lac de Grandlieu. Et puis ensuite, entre la Chenot et la Loire, plusieurs ouvrages qui font le lien entre la Chenot, le canal maritime, le canal de Buzet, mais qui seront moins problématiques pour la sortie des anguilles. Donc, un vannage qui existe depuis le début des années 60. Quel est le bon niveau? C'est toujours la problématique sur beaucoup de zones humides. Il y a eu pas mal de périodes différentes dans la gestion du vannage. Après sa construction, était plutôt orientée agricole avec une absence d'accumulation des eaux. C'était la règle qui prévalait à l'époque, et puis une évacuation assez précoce des eaux, notamment au printemps.
À la suite de la démarche de la réserve et de son directeur de l'époque, hein, une augmentation substantielle des niveaux d'eau a été faite au printemps dans les années 90, au milieu des années 90, avec pas mal de conflits qui en ont résulté, largement amplifiés par un contexte local et national qui n'était pas très, très favorable à la protection à l'époque. Bref, ça a été très compliqué, ça l'est toujours. Des niveaux d'eau de compromis ont été adoptés en 2002 qui satisfaisaient, tout le monde ou personne selon comment on le voit et qui étaient un peu simplistes en fait, hein, puisqu'on était dans une situation où, le règlement d'eau, donnait une cote, donnée à une date donnée sans tenir compte, ni des conditions hydrométéorologiques ni, de l'accumulation de celles-ci. Donc on a cherché à travailler un peu ça différemment, pour, à la fois améliorer les choses, du point de vue de la gestion de l'eau et de la prise en compte de l'ensemble des acteurs et un nouveau règlement d'eau a été péniblement, adopté, toujours expérimental, on est toujours très prudent sur Grandlieu, qui complexifie assez fortement la gestion de l'eau puisqu'on passe d'une logique fixiste, un niveau une cote donnée à une date donnée, à quelque chose de plus variable avec ces courbes, une cote plancher, une cote plafond et des règles de gestion, à l'intérieur de ces cotes en fonction des périodes. En parallèle, et à l'initiative des pêcheurs professionnels du lac de Grandlieu, puisqu'ils sont encore 7 pêcheurs professionnels qui ciblent essentiellement l'anguille et quelques autres espèces, en lien avec leur association départementale et le SMIDAP, une belle étude a été entamée pour évaluer un peu mieux la production annuelle d'anguilles argentées sur Grandlieu et son bassin versant, de voir effectivement quel était le taux d'exploitation de ce stade par la pêcherie pro du lac, et puis de mesurer le taux d'échappement. On pressentait et on savait que le vannage pouvait poser un souci, mais ça n'avait jamais été mesuré de façon très, très précise. Donc en 2015-2016 et 2016-2017, une belle étude a été menée par le Muséum avec Fishpass, avec les pêcheurs de Grandlieu et le SMIDAP. Les conclusions de cette étude très, très rapidement, une quantification de la production d'anguilles argentées qui souligne et remet en évidence le rôle majeur de Grandlieu pour l'anguille, hein, puisque c'est à peu près 200 000 individus qui ont été, enfin la production d'anguilles argentées a été évaluée à environ 200 000 individus, plus ou moins en fonction des saisons, essentiellement des mâles, hein, à 80 ou 90%. Le taux d'exploitation par la pêcherie de 15 à 20% en moyenne. Et là, ça a clairement mis en évidence le faible échappement réel avec un effet vannage majeur. Et les mesures de gestion qui avaient été envisagées lors de l'arrêté de 2015 pour favoriser un échappement à l'automne avec des restitutions qui n'existaient pas dans le précédent arrêté de gestion s'avéraient inefficaces car d'ouverture trop faible. Donc, là et a été intégré dans la gestion de l'ouvrage les propositions, les préconisations qui avaient été faites suite à l'étude. C'est-à-dire une ouverture du vannage de au moins 70 centimètres pendant au moins 3 jours. Si le niveau du lac augmente quotidiennement d'au moins 7 centimètres, donc plusieurs conditions cumulées pour favoriser effectivement le départ des anguilles argentées. Ça a été mis en œuvre en 2018 sur une année hydrologique qui n'était pas extraordinaire et cette nouvelle mesure de gestion a permis une ouverture assez précoce dès le début décembre. Par rapport aux années précédentes, c'était relativement précoce. Sans qu'on en sache les résultats puisqu'on n'avait pas mené d'études spécifiques sur le suivi. C'est ce qui a été fait en 2019-2020 en renouvelant le suivi par télémétrie acoustique à l'image de ce qui s'était fait entre 2015 et 2017 de façon plus légère en termes de déploiement d'hydrophones, hein, puisqu'on a simplement déployé des hydrophones dans la partie aval du lac de Grandlieu, de part et d'autre de l'ouvrage de Boye, 3 hydrophones sur le cours de la Chenot pour mesurer les anguilles réellement sorties du lac, et puis 4 hydrophones juste en amont de l'ouvrage sur les principaux canaux, et un juste en amont de l'ouvrage. En parallèle, des hydrophones ont été mis à disposition des pêcheurs pour connaître les anguilles marquées sorties par la pêcherie. Ces hydrophones étaient placés dans les réserves de pêche de manière permanente ou lors des actions de pêche des pêcheurs. 80 anguilles ont été marquées à parité entre mâles et femelles, ce qui était une nouveauté, hein. Les 2 premières années d'études avaient
surtout ciblé les femelles. Quelques mâles avaient été marqués, mais sans grand succès, puisque les émetteurs d'alors ne permettaient pas une autonomie suffisante pour avoir de bons résultats. Les choses ont progressé, donc on a marqué autant de mâles que de femelles. Et donc, les hydrophones ont été en place de novembre à juin 2020, où on a retiré les derniers hydrophones. Quel résultat en termes d'échappement sur cette saison 2019-2020? 53 anguilles ont pu être captées à l'aval sur les 80 marqués, à l'aval du vannage de Grandlieu, ce qui fait un taux d'échappement intéressant, hein, de presque 2/3, 66% d'échappement, avec une petite différence entre mâle et femelle qui n'est pas significative et qui améliore considérablement par rapport aux 2 premières années d'études, où on était à 35% pour la première saison et à moins de 30% pour la deuxième saison, avec uniquement les résultats concernant les femelles pour lesquels les résultats étaient les plus fiables. Cette amélioration, on l'aperçoit aussi en termes de temps de passage, hein, là, entre le moment où où les anguilles arrivent juste en amont du vannage et le premier contact en aval, on est à moins d'un quart d'heure en fait en temps médian, alors qu'on était entre 1 heure et 2 heures, plus de 2 heures et demie pour les 2 premières saisons. Et les temps moyens étaient beaucoup plus longs, puisqu'on avait des anguilles qui ne trouvaient pas la sortie, enfin qui trouvaient la sortie, mais qui ne pouvaient pas sortir lors de ces 2 premières saisons. Voilà sur un graphique avec les niveaux d'eau du lac, les ouvertures cumulées des vannes et puis le nombre d'anguilles sorties du lac en nombre d'individus cumulés. Sur les premières ouvertures, donc qui sont spécifiques à la nouvelle méthode de gestion, enfin la nouvelle consigne de gestion qui avait été adoptée, bon, les ouvertures ont été assez précoces, hein, dès le début novembre, avec un résultat mitigé, avec seulement 2 anguilles de sortie, mais ce sont des ouvertures qui n'existaient pas avant, donc qui sont intéressantes et qui ne préjugent pas de ce qui peut arriver par la suite. Le maximum d'échappement, assez classiquement, a eu lieu sur les premiers vrais coups d'eau, avec la première montée très nette du niveau du lac. Et là, ce sont plus de 60% de l'échappement qui a eu lieu en cette nuit. Un deuxième gros passage a eu lieu fin décembre, avec de nouveau une nouvelle montée. Et ensuite, ce sont simplement quelques individus qui ont pu sortir jusqu'au début avril, sur des conditions qui, a priori, ne semblaient pas très, très favorables pour la sortie, mais ça concernait à chaque fois un individu. Qu'en est-il du prélèvement par les pêcheurs? Alors là, c'était un peu plus compliqué, puisqu'on a 22 anguilles ont été captées par les hydrophones pêcheurs, avec quelques soucis, puisque certaines anguilles étaient captées par plusieurs pêcheurs. Des anguilles qui étaient captées par les pêcheurs sont ensuite sorties du lac, donc visiblement pas pêchées. En fait, certaines coques de pêcheurs laissent passer les ondes d'émetteurs des anguilles situées dans le lac. Donc, certains pêcheurs ont capté des anguilles qui étaient dans le lac et qui n'ont pas été capturées. Donc, en faisant un croisement entre le nombre de contacts, leurs caractéristiques, les anguilles captées en aval du vannage, on peut estimer à 11 à 14 anguilles qui ont été capturées par les pêcheurs et sorties par les pêcheurs, ce qui fait un taux d'exploitation de 13 à 17%, assez proche de ce qui était donné auparavant. Donc, un échappement nettement amélioré en synthèse, hein, sur 2019-2020, mais par contre, une évaluation difficile à faire, puisqu'on était quand même sur un automne-hiver très favorable à la migration des anguilles argentées, avec près de 400 mm de pluviométrie au dernier trimestre, une montée du lac relativement précoce en plusieurs épisodes francs. Bref, toutes les conditions étaient réunies. Du coup, un travail complémentaire, et je vais laisser la parole à Thomas, a été effectué pour essayer de modéliser et de relire le passé à l'image de toutes les données qu'on a pu acquérir. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour laisser Thomas reprendre la main, si j'y arrive. Oui. Alors, vous m'entendez, moi? Oui, on t'entend Thomas. Par contre, du coup, Jean-Marc n'a pas fini de... J'arrête ton partage. Ouais, je veux bien, parce que là, je retrouve plus le bouton. Voilà. Ok, c'est bon. Du coup, tu peux y aller, Thomas, tu peux repartager. Vous voyez pas le... Pour l'instant, on a un écran noir.
Ça arrive, c'est bon. Est-ce que là, c'est bien sur la présentation? Alors, excuse-moi Thomas, on t'a pas entendu. Là, vous le voyez en mode présentateur ou c'est en Oui, mode. là c'est bon, tu es c'est en plein écran, tu es comme il faut. c'est en plein écran. Très bien. Par Eh contre, bien, peut-être, écoutez, excuse-moi Thomas, oui. peut-être tu peux couper ta caméra parce que pour le Réduire. coup, ta connexion n'a pas l'air très très bonne. Ah, Ou je te la coupe si tu veux. ouais, si tu arrives, si c'est plus simple pour toi, dis-moi. Alors vas-y, je te laisse, je m'en occupe, vas-y. Ok. Alors maintenant, je vais vous présenter la partie sur la prédiction d'échappement et les mesures de gestion. Alors, c'est des résultats là, qui sont issus d'un stage qu'on a eu donc de fin d'études d'un étudiant de l'école polytechnique qu'on a encadré donc avec Nils Techer et moi-même, donc, qui s'appelait Jacques Bourgeot. Et donc voilà, donc c'est les résultats issus de son rapport de dernière année d'études. Alors du coup, pour commencer, quel type de modèle, quelle famille de modèles on a choisi? On est parti sur des BRT, donc des Boosted Regression Tree. Alors si j'essaye de simplifier, présenter une version simplifiée des BRT, donc on va donc partir d'un prédicteur, qui sont les variables d'intérêt du système. Ici par exemple, on va peut-être prendre la hauteur d'eau dans le lac. Et ensuite, à partir de ces variables d'intérêt du système, on va créer des arbres, c'est-à-dire un partitionnement binaire. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'on va poser une question sur cette variable d'intérêt à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc là, si on prend toujours l'exemple de la hauteur d'eau, en gros, c'est est-ce que tel jour, à un jour donné, le niveau d'eau était supérieur à 1 mètre, par exemple, dans le lac. Et donc, on va répondre par oui ou par non. Et ensuite, on va faire ça, on va reposer plusieurs questions sur tous les variables d'intérêt du système jusqu'à avoir étudié tous les variables d'intérêt du système. Et le côté récursif, c'est qu'on va reposer, qu'on va refaire plein d'arbres comme ça de façon consécutive. Et au final, nous, ce qu'on va avoir, c'est une réponse sur une variable prédite. Une fois qu'on a répondu à toutes les questions sur les variables, et du coup, on va avoir la réponse qu'on cherche à prédire. Donc nous ici en fait on a testé plusieurs prédicteurs. Au niveau des données environnementales, on a testé donc les données météorologiques, la pluvio, la vitesse, la direction du vent, la température de l'eau, la phase de la lune. Au niveau hydrologique, on a testé donc le niveau du lac, la différence de niveau de l'eau sur 2 jours et le débit entrant de l'Ognon et de la Boulogne, qui sont deux petits affluents. Au niveau de l'influence humaine, on a testé l'ouverture du vannage plus le prélèvement par les pêcheurs. Et au niveau des variables dérivées des données brutes, on a testé le nombre d'occasions de migration depuis le début de la saison. La variable réponse, c'est simple. Pour nous, c'est la probabilité de présentation à l'ouvrage. Alors, pourquoi juste la probabilité de présentation à l'ouvrage? Parce qu'on l'a vu, comme l'a dit Jean-Marc, que le passage est entièrement sous contrainte anthropique. Une fois que les poissons passent, il suffit juste que le barrage soit ouvert de manière assez importante, donc plus de 70 cm pour que les poissons passent. Donc, du coup, nous, on s'est intéressé vraiment à la probabilité de présentation à l'ouvrage. Et enfin, la petite particularité des BRT, c'est qu'on a une partie de boosting. Donc, en fait, tout le côté stochastique du modèle, il est introduit dans ce boosting. Donc, en gros, là, pour comprendre, c'est-à-dire que les arbres, tous les arbres successifs, un arbre N, il ne part pas totalement du hasard. En fait, il va s'inspirer des arbres précédents et donc il va apprendre de ses erreurs et il va aussi apprendre donc, des meilleurs arbres qu'il a réalisés pendant le modèle. Et donc, le principe, c'est de faire converger et de partir et donc d'arriver au final à aboutir à l'arbre le plus performant. Et donc ça, c'est très simple. C'est une combinaison séquentielle de modèles qui sont assez simples et qui ont pour but donc, de minimiser la fonction de BERT. Donc voilà, donc c'est comme ça que les BRT fonctionnent. Donc nous, on a fait tourner donc, ce BRT. Et donc les 4 variables qui ont été sélectionnées, donc c'est donc le niveau de l'eau du lac, la différence de niveau de l'eau sur 2 jours, le débit entrant donc, de l'Ognon et de la Boulogne et le nombre d'occasions de migration. Alors, si on regarde maintenant les sorties du modèle, on voit que le facteur le plus important qui joue sur la probabilité de présentation à l'ouvrage, c'est le nombre d'occasions, qui explique pratiquement 34% de la déviance, et avec un effet seuil aux alentours de 10. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les poissons ont eu 10 occasions dans l'année de migrer, et du coup, la probabilité de présentation à l'ouvrage baisse énormément. On voit vraiment que du coup, là, ça baisse vraiment dès qu'on a atteint le nombre d'occasions. En fait, c'est très simple, c'est qu'en gros, quand il y a eu 10 occasions de se présenter à l'ouvrage, le pool d'anguilles argentées disponible dans le lac a été passé, et donc on peut ouvrir encore plus, il n'y aura pas plus de poissons à se présenter à l'ouvrage. Le second facteur qui a bien joué sur la probabilité de présentation à l'ouvrage, c'est le delta du niveau d'eau sur 2 jours.
avec là aussi un niveau seuil, on le voit à 0,1, donc à 10 cm. Donc, en gros, quand le niveau du lac gonflait de plus de 10 cm par jour sur 2 jours, et donc, du coup, on avait une probabilité accrue de présentation à l'ouvrage. Le troisième facteur à 23%, c'est le ratio. Donc là, on est aux alentours de 20%. Donc, quand on dépasse 20% du débit sur la gamme de débit saisonnière, on va favoriser une probabilité de présentation à l'ouvrage. Et enfin, le dernier facteur, à hauteur de 16%, c'est le niveau d'eau. Donc, on est aux alentours de 2,30 m, 2,40 m. Donc, favorise fortement la probabilité de présentation à l'ouvrage. Donc, maintenant qu'on a fait ce modèle, on va l'évaluer. On va évaluer donc sa performance. Donc là, pour faire ça, on a utilisé ce qu'on appelle l'AUC. L'AUC, ça mesure la mesure de la probabilité pour que le modèle casse un exemple positif qui est choisi aléatoirement au-dessus d'un exemple négatif qui est lui aussi choisi aléatoirement. Et en gros, dans la littérature, on considère qu'un AUC est très bon à partir de 0,8 et en sachant voilà, que l'aléatoire, du coup, c'est 0,5, c'est quand ça classe aléatoirement un exemple positif et un exemple négatif à la suite. Donc là, on a calculé ces AUC sur notre modèle. En explication, donc sur les données d'entraînement, on trouve un AUC très bon de 0,91. Ça, c'est normal, avec les DRT, sur les données d'entraînement, on mentionne les très bons AUC. En prédiction, on a calculé donc, notre AUC en cross-validation. Donc, on a fait un sous-échantillonnage de 80%. On a fait tourner notre modèle sur ces 80%. Et ensuite, on a prédit donc, sur les 20% de données restantes. Et on a calculé l'AUC en comparant la prédiction et l'échappement réel. Et ça, on a fait ça plusieurs fois. Et on a moyenné tous nos AUC. Et on tombe sur un AUC moyen de 0,81. Donc, du coup, pour conclure, c'est un modèle qui est vraiment performant en explication, mais aussi en prédiction. Et donc, ça valide le fait qu'on va pouvoir utiliser ce modèle pour la prédiction. Alors voilà, donc du coup, en bleu, c'est les saisons d'élaboration du modèle, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu la télémétrie. Donc bien sûr, là, on ne va pas faire de prédiction sur ces données-là. Et en noir, c'est les données sans télémétrie, où là, on a pu prédire donc, les journées de présentation à l'ouvrage entre 2009 et 2020. Ensuite, il a fallu faire le lien entre la présentation à l'ouvrage et l'échappement. Donc, nous, on a considéré qu'il y avait de l'échappement si et seulement si, forcément, il y avait une présentation prédite ce jour-là par notre modèle. Et si, en plus, en cumulé, il y avait une ouverture d'au moins 70 cm sur au moins une vanne, donc pour laisser les poissons passer. Ça, c'est ce qu'on a démontré, ce que Jean-Marc a démontré tout à l'heure, sur l'étude de 2017. Et en plus, on a voulu tester un petit peu une autre mesure de gestion plus fine. La nouvelle mesure de gestion, voilà, c'était l'ouverture d'au moins une porte de 70 cm au moins pendant 2 jours, si la différence du niveau d'eau sur les 2 jours du lac était d'au moins plus 10 cm par rapport au jour précédent. Donc là, les sorties du modèle, ici, c'est juste le nombre de jours favorables. Donc, je rappelle, avec une présentation plus une ouverture qui ont été prédits donc, par notre modèle. On voit que c'est assez variable. Donc, en 2011-2012, on était aux alentours de 10 jours favorables par jour. En 2013-2014, on montait pratiquement à 55. Donc, une grande variation. Et maintenant, on va intégrer la comparaison avec l'ouverture. Donc, 3 modalités d'ouverture. En vert, vous avez donc les ouvertures classiques du barrage. Donc ça, c'est très simple. On allait voir dans les annales, dans les journaux du barrage, voir si le barrage était ouvert ou non. En jaune, vous avez les jours d'ouverture si on avait appliqué notre nouvelle règle de gestion dès le début, donc dès 2009-2010. Et en rouge, c'est le nombre de jours où c'est fermé, même si on avait appliqué notre règle de gestion dès le début. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que l'échappement de base, il est quand même très, très variable. Parce qu'en 2018-2019, par exemple, il y aurait eu 0% d'échappement, alors qu'on aurait atteint presque 100% en 2013-2014. On voit aussi qu'on a un gain très, très net de notre mesure de gestion, où par exemple, en 2018-2019, on passe de 0% à plus de 40% grâce à notre mesure de gestion. Pareil en 2011-2012, où l'échappement était très, très mauvais, donc 18 jours favorables sans mesure de gestion, et on en rajoute 45, donc qui fait environ 63% avec notre mesure de gestion. Et donc, on voit que notre mesure de gestion, elle marche bien, mais elle marche surtout certaines années. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des années ça marche et pourquoi il y a des années ça marche beaucoup moins bien. En fait, on va regarder les chroniques de niveau d'eau du lac. Donc là, vous avez sur les 10 années de l'étude le niveau d'eau du lac en mètres, donc depuis le début de la saison des vallées, donc en gros en septembre jusqu'à septembre. Et on voit un patron assez commun à partir de mai. À partir de mai, on voit que le niveau d'eau du lac est souvent aux alentours de 2 mètres.
et que ça baisse régulièrement jusqu'à septembre. Voilà. En septembre, on a atteint 1,50 m, et là, ça va être assez stable pendant environ 3 mois. Donc, de septembre à novembre, le niveau du lac ne va pas énormément bouger, va rester dans autour de 1,50 m. Et par contre, là où il y a une grande variabilité, c'est sur la hausse du niveau du lac. On voit qu'il y a une variabilité en amplitude, pendant cette année où là, le niveau du lac a atteint 2 mètres, 2,10 m, 2,20 m au maximum, et l'année ici en vert, où là, par contre, le niveau du lac a atteint 3,50 m. Et on voit aussi une hétérogénéité dans le timing, où là, par exemple, toujours en bleu, le niveau du lac a commencé à gonfler en février-mars, alors qu'ici en vert, dès octobre, ça a commencé à gonfler. Et donc, si on regarde un petit peu les années, si on regarde les 4 années les plus tardives et les moins importantes, eh bien, on se rend compte que ces 4 années, ça correspond à 2018-2019, 2011-2012 et 2017-2018, qui étaient en effet les années où la mesure de gestion a le plus apporté à l'échappement. Alors, 2016-2017, celle-là, elle n'apparaît pas dans le modèle parce que c'est une année où il y a eu de la télémétrie. Donc, du coup, on n'a pas pu faire forcément les prédictions dessus. Mais par contre, je vous rappelle que l'échappement réel était de 17%. Si on considère la population totale. Donc, un échappement très, très faible. Donc voilà, donc si on en revient à ce graphique, on peut dire que la mesure de gestion est particulièrement efficace pour les années de faible et tardive hydrométrie. Ça tombe bien, c'est avec le changement global, c'est ce vers quoi on tend. Notre mesure de gestion proposée est donc vraiment, vraiment performante. Elle est vraiment efficace, surtout sur les années d'étiage. Donc ça, comme je viens de le dire, c'est vraiment important, c'est ce qui nous attend. Et surtout, ça c'est très important pour le gestionnaire, cette méthode, elle permet d'atteindre l'objectif légal de 40% d'échappement tous les ans. Tous les ans, il n'y a pas une seule année où on n'a pas atteint cet objectif légal de 40%. Donc ça, pour les gestionnaires, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, il faut voir si cette mesure de gestion, elle ne coûte pas trop cher au gestionnaire, parce que le gestionnaire, lui, il faut qu'il fournisse de l'eau à tout le monde à la bonne période. Donc là, on va juste regarder le nombre de jours où les vannes ont été ouvertes avec la mesure classique, ici en jaune, et on met en rouge le nombre additionnel de jours que imposerait la nouvelle mesure de gestion. Et là, on voit encore qu'il y a une variabilité. Ça va de 8% à 9% à presque 30%, mais par contre, on voit qu'en moyenne, on tourne entre 15 et 16%. Donc 15-16% de jours d'ouverture en plus. Donc voilà, donc le coût finalement nous paraît plutôt faible pour un gain qu'on a dit, qui est vraiment très très important et qui permet d'atteindre les objectifs légaux de 40% chaque année. Voilà, pour conclure, donc on a vu pendant cette étude que l'échappement était très très variable, mais surtout qu'il était très très faible pendant les années d'étiage. Et donc ça, avec le changement global, c'est vraiment embêtant parce que du coup, on va de plus en plus vers des années très très sèches. Donc voilà, donc ça va avoir un impact sur l'échappement des anguilles de Grandlieu. Autre chose que je voudrais mettre un petit peu l'accent dessus, c'est qu'on ne parle jamais de la sortie tardive. Pour les gestionnaires, pour l'instant, pour beaucoup, même pour les scientifiques, voilà, un poisson qui sort, c'est un poisson qui est sauvé. Moi, je me pose vraiment la question de l'intérêt d'une sortie tardive pour la population. En effet, ça va entraîner une désynchronisation sexuelle, c'est-à-dire qu'en gros, les individus qui sortent en mars ou en avril du lac de Grandlieu, est-ce qu'elles vont arriver à se reproduire, en sachant qu'on a démontré en 2017 avec Drayton, que le pic de reproduction dans la mer des Sargasses avait lieu à la mi-février, début mars. Donc en gros, ces poissons qui sortent après le pic de reproduction à 6 km de là, puisqu'ils ont vraiment une utilité pour la population. Est-ce que ça soutient le stock? C'est la question. Voilà. En gros, est-ce que ça sert vraiment de faire sortir des poissons en mars? Ou alors, vraiment, ça ne sert à rien. Et la dernière chose, c'est la possibilité, on a vu qu'il y avait vraiment une possibilité de mettre en place des mesures de gestion qui sont vraiment efficaces, qui sont peu coûteuses en termes d'ouverture, c'est vraiment pas grand-chose, et surtout qui vont être adaptées aux changements globaux. Donc dans les années à venir, c'est quelque chose vraiment qu'on va pouvoir mettre en place de façon peu coûteuse et efficace. Écoutez, j'ai fini. Je voudrais juste prendre le temps, parce que c'est une partie, on va toujours un petit peu vite, mais j'aimerais juste prendre le temps un petit peu de remercier tout le monde. Donc cette étude, vraiment, le troisième volet de Grandlieu, ça a été réalisé, donc on l'a vu par le MNHN, avec la réserve naturelle de Grandlieu et le SNPN. Ça a été financé donc, par l'Adréal, c'est vraiment l'impulsion d'Aurélie Tisserand et Thomas Aubé qui ont vraiment déclenché la mise en place de cette étude, avec l'aide bien sûr des pêcheurs pros du lac de Grandlieu et du SAH. Par contre, cette étude, elle est aussi basée sur deux autres études antérieures, qui sont Grandlieu 1 et Grandlieu 2, et donc là, il y avait beaucoup plus de monde pour nous aider. Donc, au niveau de la réalisation, il y avait le bureau d'études Fichepass, avec Fabien Charrier et Virgile Mazel, le SMIDAP,
Et au niveau du muséum, donc aujourd'hui, là, c'est nous, Stéphane et moi qui vous présentons ça, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on a toute une grosse équipe derrière nous, donc une équipe de chercheurs, avec Anthony Acou, Alexandre Carpentier et Eric Quintin. Mais aussi, je ne vous dis pas, si on a des belles données pour faire des beaux papiers, des belles présentations comme ça, c'est parce qu'on a une équipe technique qui se démène sur le terrain pour nous faire des belles manipes. Donc voilà, donc remercier Isabelle Lamoureux qui a été sur les 3 manipes, Grand Lieu 1, Grand Lieu 2 et Grand Lieu 3, Emma Robin et Valentin Damé. Financé, donc oui, Grand Lieu 1 et Grand Lieu 2 par l'Agence de l'eau et la région Pays de la Loire, et avec l'aide des pêcheurs, notamment de l'APET 44 et de son président, Didier Massé, qui a vraiment donné l'impulsion pour le lancement de ces études. Voilà, je vous remercie de votre attention.